Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Je commençais à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de pauvres petits cul. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Salut les zigotos, les zigotas, vous êtes bien sur Entre Potes, votre rendez-vous dans tes bonnes humeurs du lundi. Entre Potes, c'est un podcast qui aurait pu s'appeler Entre Amis. Entre Amis. Entre frérots. Entre Srab. Et j'ai encore oublié d'appuyer sur pause, donc on se retrouve avec un petit sujet. Je m'y attendais pas. Je suis Martin, je suis ton pote. Et je suis Charles, je suis ton pote. Charles, comment ça va? Oh, ça va. Les montagnes enneigées, une bande d'amis français. Une bande d'amis décide français. de s'évader pour un séjour à la fois. Je crois pas si bien dire. Je vais essayer de rattraper ma connerie par une pirouette. On s'amuse toujours autant avec Suno. Cette fois-ci, par contre, on s'est dit, je vais un peu vite en besogne. On va prendre le temps de se dire bonjour et de prendre des nouvelles des auditeurs et auditrices. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, le jeu du jour ne sera pas avec Suno, exceptionnellement. Peut-être prochainement le retour de cette appli des démons pour ça, mais aujourd'hui, c'est pas prévu comme ça. Et tout à fait. Aujourd'hui, Charlie Charlot, l'asticot, l'abricot, et il va falloir que je trouve d'autres rimes. Petit rigolo. Ouais. J'ai peur maintenant de demander des... Le gros clodo. Voilà, parfait. J'ai peur de demander des rimes au dictionnaire de rimes, puisque j'ai des résultats effroyablement racistes hier. On a demandé une rime de toujours. Ah ouais, je pense pas qu'il faille le dire à l'antenne. Et on a eu un résultat extrêmement raciste, qui ne sortira pas de nos bouches. Voilà, qui sont trop propres pour ça. Sur le site, pourtant, Rime Solide, qui est une référence en termes de dictionnaire de rimes. Bref, je m'égare. On se retrouve pour un épisode qu'on a choisi de faire sur le thème roulement de tambour, sachant que vous l'avez dans le titre évidemment. Ah, c'est pas un roulement de tambour, mais c'est pas grave. Que nous avons choisi de faire sur le thème de l'introversion et de la timidité. Ouais. Ou pas. Justement. Pas. Justement, et je ne. Ou pas, c'est lui. Un thème choisi par Tinmar, et je suis dans l'expectative de ce qu'il va vouloir me présenter sur ce sujet. Ouais, effectivement, c'est dans ma petite note entre potes que j'ai sur mon appli de notes de la marque à la pomme. Toutes celles et ceux qui fonctionnent comme moi connaissent parfaitement ces petites notes. Tous les producteurs de pommes savent. Eux-mêmes exactement. savent. Toi, t'as une autre façon de prendre tes notes. Tiens, je me rends compte que je t'ai pas interrogé là-dessus depuis le début du podcast, alors que ça a été un thème qui m'a beaucoup intéressé. Tu t'écris des notes à toi-même sur les réseaux de communication, WhatsApp, Messenger, etc. Ouais. Et t'as un nom. Alors déjà, t'as un nom marrant pour appeler ça. Des vides-têtes. Ouais, c'est ça. Non, c'était pas un truc petit mémo. Bon, mettons un vide-tête. Ouais. Ok. Et vas-y, explique-nous un peu en quoi ça consiste. Tout va dépendre des sujets et de l'importance de les classer aussi, parce que il y a parfois des petits sujets que j'ai envie de vous noter vraiment à la volée. Je m'envoie. En fait, c'est les messages personnels de chaque appli de messagerie permet ça. Ouais, WhatsApp le permet, Telegram le permet. C'est les messages, les auto-messages ou les messages enregistrés. Ce qui est sûr, c'est que s'il faut que je retienne quelque chose, je l'écris. Moi, je ne retiens rien. Sans notes, je prends des notes. C'est impossible que je... Tu es l'inverse de la charge mentale. Toi. Exactement. Mais tu es la charge mentale. Ouais, c'est la décharge mentale, si tu veux. Non, mais c'est en gros, je pars du principe que quelque chose que je n'écris pas, je vais pas le retenir, c'est sûr. Donc, d'accord, ok. Et donc je note tout, et alors je centralise pas ça dans un seul outil, c'est peut-être pas très bien. Quand ça doit être vraiment formalisé, là, dans le milieu professionnel, je fais attention à tout, je note, je centralise, je classe les notes. Mais dans le milieu perso, non, j'ai un peu des prises de notes à la volée, à gauche, à droite. Est-ce que t'as une appli par thème justement? Le travail c'est WhatsApp, le perso c'est Messenger, etc. Le travail, ça dépend de l'environnement de travail dans lequel je suis. Typiquement à l'heure actuelle, on travaille. Il y a un truc que je connaissais pas, c'est les PAD. C'est un outil
en Markdown, c'est un langage d'écriture simple. Et dans l'organisation dans laquelle je suis, ils font plein de pads de notes comme ça. Donc par exemple, c'est pas des Google Docs qu'on ouvre à la volée, c'est des pads. Voilà. Et donc j'utilise ça. Quand j'étais dans une autre organisation, j'utilisais autre chose. Mais attends, qu'est-ce que c'est que ça, pad? Du coup, je comprends pas du tout ce que tu essaies de nous expliquer. Non mais rien, mais c'est une façon de prendre des notes qui n'est pas genre ouvrir un doc X ou ouvrir voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Bah oui, mais ça se formalise comment du coup? Bah ça se formalise. Ah oui, d'accord, c'est une marque. Enfin, c'est un format. Tu ouvres une page internet et tu prends des notes dedans. Et c'est un format de prise de notes. Alors comment on trouve ce? Par exemple, là, on utilise un truc qui s'appelle EdgeDoc. C'est comme EdgeDog, mais c'est EdgeDoc. Oui, tout à fait. EdgeDoc. Ok. Ideas grow better together. Et en gros, ça référence toutes les notes que tu prends là-dedans. Non, mais attends, là, on est en train de te parler des outils de travail bureautique. Non, mais tout ce que ça veut dire, c'est que je me conforme. Non, mais ça intéressera peut-être des gens. Je me conforme aux outils qu'on me propose. Ouais. Et personnellement, je suis passé par plein de sujets. Je prends note, souvent dans mes messages perso WhatsApp ou dans mes messages perso Telegram. D'accord. Et après, quand je dois faire des listes, on a un outil de liste que je partage avec mon épouse pour pas oublier certaines choses. Et qui est Du task. Qu'est-ce que c'est du task? Excuse-moi, je découvre, mais en même temps, je trouve ça hyper intéressant. Pardon, hein, je vois que toi, tu es en train de te dire, je suis en train de raconter ma vie bureautique. C'est extrêmement chiant, mais ouais, moi, oui, je trouve c'est ça intéressant, moi. Eh ben, qu'est-ce que c'est? Alors, Task, c'est un format, mais Google Task, on est un qui marche bien. Et en gros, on a un compte Google partagé, sur lequel tu mets des listes. Ouais. Et qu'il y a des applis qui lisent ces listes et que tu mets à jour en live. Typiquement, regarde, hop, tu vois, j'ai ça. Ouais, d'accord. Et ça, c'est un format qui est lu. C'est quoi? Godmi chez 40 centimes. Et ouais, c'est ça. Ouais, Chibre Zoulou Véneux, tout ça. Zoulou Véneux. Tiens, après, j'ai petit pin pour moi. J'ai une anecdote avec le Zoulou. Tu vois, t'as des trucs, tu peux les ticker, tout ça. D'accord. Et ça, c'est vu et c'est mis à jour en parallèle sur des listes en commun, voilà. Comme je vois que tu as le sentiment d'ennuyer les gens et que c'est peut-être la vérité parce que je ne suis pas les gens, tu m'expliqueras ça en off après. Voilà. Je reprends ma petite épingle Zoulou parce que j'ai entendu une anecdote incroyable, enfin une information pardon incroyable. Ouais. Un ingénieur informaticien qui s'exprime en Zoulou, genre je sais pas si c'est le nom de la langue. Pardon à tous mes bros et 6 Zoulou pour cette imprécision, mais grosso modo ah ouais, il y a un petit fact-check, ça me rassure quand même. Cet ingénieur... Le Zoulou est une langue. Ok, parfait. L'ingénieur s'est adressé à ChatGPT en Zoulou et ChatGPT n'a pas osé lui dire dans une autre langue qui aurait pu être l'anglais par exemple, qui doit être la langue native quand même de ChatGPT, n'a pas osé lui dire que elle ne parlait pas Zoulou. Et donc elle a fait des réponses avec un pseudo-langage. Un pseudo-langage qui ressemblait au Zoulou. Mais tu vois un peu l'idée ou pas? Elle a inventé un langage qui veut absolument rien dire, mais qui ressemble phonétiquement au Zoulou pour répondre à la question en Zoulou. Est-ce que c'est pas du racisme du racisme numérique, du racisme digital, du racisme d'intelligence artificielle? C'est si tu fais du yaourt, tu vois, on te parle anglais et toi tu réponds effectivement. Alors bienvenue dans notre nouveau jeu mignon ou raciste. Alors Charles, cette anecdote mignon. Bah moi je peux trouver ça mignon. Non mais comme dit il y a une blague de David Castello-Lopez là-dessus sur à un moment il imite le japonais et il fait il se parle à lui-même, fait mais c'est hyper raciste d'imiter le japonais comme ça, fait non parce qu'en fait c'est un pays développé donc tu peux peux singer le langage, c'est pas raciste. Ah ok, d'accord, merci. Ah ouais, putain, excellent. Enfin excellent, non, pas excellent. Avant de passer à l'explication de ce sujet que je voulais aborder avec toi, un petit jeu, petite nouveauté, petite innovation entre nous. On va tester de créer un jeu en live. On va tester de créer un jeu en live. T'as commencé à avoir une idée? Ouais, alors vas-y, c'est parti, jingle. Charlie Charlot. Oui. On va improviser un petit jeu. Ouais, on galère là. Ok. On va improviser un petit jeu. J'ai tapé, alors ça a quand même un lien avec Le Bon Coin. Ouais. Ok. J'ai cherché le prix des autographes. Que j'ai pu trouver sur Le Bon Coin, et je vais pas t'en faire deviner le prix parce que tout simplement ça se tient dans une fourchette qui est généralement assez étroite, grosso modo autour de 150 €. Ouais, c'est ça, voilà, globalement. Mais je vais te donner deux personnalités et tu vas devoir me dire, donc ils seront pas du tout dans le même monde,
de qui l'autographe coûte le plus cher. D'accord. Ok, si par exemple je t'oppose François Mitterrand et Gérard Depardieu, Oh, par exemple. pas évident. Et en plus, ça se joue à 10 euros. Ça se joue à 10 euros. Ça se joue à 10 euros. Ah bon. Alors, est-ce que le fait que l'un des deux soit décédé pèse sur la décision? Peut-être. Alors, Est-ce que l'un soit plus populaire que l'autre? Enfin, plus maintenant. Mais plus maintenant. attention, c'est une recherche récente, mais je pense qu'elle ne tient pas compte de l'actualité. De l'actualité. Moi, je dirais quand même Gérard Depardieu légèrement plus cher. Et non, c'est François Mitterrand qui vaut 90 euros et Gérard Depardieu 80 euros. Ah ouais. Ok. Ouais. Ok. Oh, on est quand même sur des prix, tout à fait accessibles. Ils sont plutôt. Ah, alors oui, ce sera toujours plutôt accessible. Si je te. C'est pareil, alors là, attention, bataille de cancel. Tu as cherché les signatures des mecs cancel. Alors, j'explique la méthodologie, ok. J'ai tapé autographe et j'ai regardé les personnalités que je connaissais parce que. Alors, on explique un peu le truc quand même. La pratique de l'autographe, c'est quand même plutôt quelque chose qui se perd, je pense. Ouais. Donc en fait, on est plutôt sur des personnalités voilà. De l'ancien monde. De l'ancien monde, exactement. Du monde d'avant. En parlant de l'ancien monde, qui de Maurice Chevalier ou de Bertrand Cantat vaut plus cher en autographe? Bertrand Cantat, ouais, là, tu vas chercher des. Ouais, bah je vais pas. Ils sont venus à moi. Qui vaut plus cher? Peut-être Sachant, que d'une manière. Petite précision. Ouais. Non seulement c'est un autographe de Bertrand Cantat, mais il y a un petit mot qui dit gros bisous. Ah ouais? Ouais. C'est cringe. Ça rajoute de la valeur à l'ironie. Moi, je dirais que celle de Bertrand Cantat est plus valorisée. Et non, c'est Maurice Chevalier qui vaut 50 euros. Tu peux acheter Bertrand Cantat pour 35 euros. Ah ouais, ok. Qui de Dorothée ou d'André Rieu vaut plus cher? Ça se joue à 5 euros. Oh merde. Mais je vais dire. Alors attends. Je vais dire Dorothée et du coup c'est André Rieu. C'est tout à fait ça. Et c'est accessible aux petites bourses. Se sentiront visés. 10 euros. Dorothée c'est 15 euros. Ouais. Et André Rieu 20 euros. Ouais. Alors, qui de. Mais tout à l'heure j'ai fait une blague sur un sportif. T'as pas percuté, donc peut-être que tu vas pas. Là non plus, mais entre Zidane et Lionel Messi, qui vaut le plus cher? Ah, quand même, là ça doit être un peu cher, non? Zidane et Messi. Sachant que j'ai une anecdote incroyable sur l'autographe de Zidane qui est en vente. Ah ouais. Eh ben, je vais dire Zidane plus cher. C'est Zidane qui est plus cher, effectivement. Et de loin, 500 euros pour Zidane, 200 euros pour Lionel Messi. Ok. Alors, vas-y, raconte cette anecdote sur la signature de Zidane. La signature Zidane, c'est... Sur un slip. Non, c'est un artisan qui vend un... Enfin, je suppose que c'est un artisan, je vois que c'est ça de possible, qui vend en fait un chèque que Zinedine Zidane lui a signé d'un montant inférieur à 500 euros. Mais le mec ne l'a pas encaissé en se disant je vais vendre la signature de Zinedine Zidane qui vaudra plus cher que le montant du chèque. Est-ce que tu trouves pas ça absolument délicieux? Si, c'est excellent. C'est combien le chèque? On le voit ou pas? Non, on le voit pas. C'est trop bien. C'est flouté, mais on voit que c'est un chèque. Et je trouve ça fou, quoi. Ouais, c'est... Alors, j'enjolive le truc en disant que c'est un artisan. J'avais pas la certitude. Non, mais c'est un chèque marrant, en tout cas. Ouais, c'est quelqu'un qui devait recevoir de l'argent de Zidane. Il a dit. Pour moi, c'est clairement le plombier de Zinedine Zidane, quoi. Ça peut être que ça. Il a dit la signature de Zidane vaut plus que ce qu'il donne maintenant. Que le montant du chèque. C'est génial. Trop marrant, ouais. Ouais, trop bien. Bravo le plombier. J'ai maintenant décidé que c'était un plombier. Qui de Sting ou de Belmondo vaut plus cher? Vaut plus cher. C'est des recherches France? C'est Le Bon Coin, donc oui, c'est France. C'est France. Bah, Sting, c'est... Ouais, moi je dirais Sting quand même. Je t'ai dit Sting et Belmondo. Ouais, c'est Sting. Sting 160 euros, Belmondo 105 euros. Sachant que le Belmondo, il est un peu mignon parce que c'est Belmondo. Ouais, il est décédé d'ailleurs, RIP l'artiste. Mais c'est Belmondo en fin de vie parce que l'autographe est tout tremblant, quoi. Ah. Tu vois. Donc voilà, c'est un auteur. Ou alors c'est quelqu'un qui s'est amusé entre guillemets à imiter Belmondo. Parce qu'à chaque fois, il n'y a pas de certificat d'authenticité. C'est un peu toute la difficulté de l'autographe. Qui de Johnny ou de Bernard Tapie? Bernie Tapard. Non, Johnny, je le dis direct, Johnny. Eh oui, et Johnny, l'autographe de Johnny est plutôt accessible. Ah ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'autographes de Johnny à vendre. Beaucoup. Il en a signé beaucoup, ouais. Et du coup, et puis comme c'est quand même une...
Comme c'est quand même une grande star d'avant. Une signature de tapis, c'est 40 € pour info. Une signature de Johnny, c'est 100 80 €. Ah, j'aurais dit, ouais, tu vois. Ouais. 100 €, sachant que c'est marrant parce que c'est un menu de restaurant qui est signé, donc j'imagine que c'est un serveur ou le patron qui a fait signer son menu, qui a pris ce qu'il avait sous la main. Ouais, mais genre, je pense que Johnny, où qu'il aille, on le faisait signer plein de trucs, donc il doit y en avoir un paquet, quoi. Ouais. Avant qu'il déménage, évidemment. Alors qu'une signature de Stephen Hawking, ça doit être plus rare, tu vois. Une trace de pneu de Stephen Hawking. Un dernier ? Ouais, vas-y. Qui de Eddie Mitchell ou de Usain Bolt vaut le plus cher ? Usain Bolt ? Ouais, Usain Bolt, c'est l'autographe le plus cher que j'ai trouvé. Il coûte 630 €. Ok, ouais. Et Eddie Mitchell, 50 balles. Bravo l'artiste. Non, ce qui aurait été marrant, ouais, tu vois, genre Eddie Mitchell vs Johnny, c'est sûr que pourtant c'est les mêmes. Ouais. C'est les mêmes. C'est la même génération, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, Mitchell est pas mort. Non, c'est vrai. Après, je pense que t'as des vedettes. Des vedettes, putain, le regard. La vedette, non, c'est bien. T'as des stars qui sont plus ou moins distributrices d'autographes. Et que plus la star se fait rare dans l'exercice, plus la valeur monte. T'es d'accord ou pas ? Ouais, c'est possible. Ouais. Raison ou pas, la team ? Alors, tu dois avoir des mecs, enfin j'y connais rien, faudrait interviewer un vrai chasseur d'autographes, mais tu dois avoir des mecs qui lâchent 0 autographe. Ouais, c'est ça, ouais, dont l'autographe est très rare. Ok. Bon, bref, voilà. Et toi, dis-moi, Martin, t'aurais eu tu vois une star que t'as mis dans la rue, est-ce que t'aurais eu le courage d'aller lui demander un autographe ou tu serais un peu trop timide ? Excellente question, parce que j'ai effectivement une anecdote d'autographe à te livrer. C'est que je sais pas du tout pourquoi j'ai cherché ça, mais je suis tombé, je ne sais plus comment, sur un dessin original de son nom m'échappe et j'en ai très honte parce que bref, le dessinateur des Peanuts de Snoopy, qui avait dédicacé, donc c'était la dédicace dans un bouquin, en plus un Snoopy qui était distribué dans les stations Total. Enfin vraiment le mec n'était clairement absolument pas fan, voilà. Et c'était il avait dessiné un Snoopy sur sa niche qui, bon, tu vois de quoi je parle. Et à la fin de sa vie, il avait le trait extrêmement tremblant. Et du coup, je trouvais que le dessin était hyper chouette pour ça. Et Charles Schulz. Ah voilà, Schulz. Et du coup, il n'y avait pas de prix. Donc j'avais posé la question, combien vous le vendez, etc. Puis il m'avait dit, je sais pas, faites-moi une proposition. Ce qui est toujours, en plus, pour quelqu'un qui est comme moi, qui n'y connaît rien en autographe. Donc j'avais proposé 100 € de mémoire. Et la personne m'avait envoyé un mail disant je réfléchis, voir si j'ai envie de le vendre 100 €. Et du coup, j'ai jamais eu de nouvelles. J'imagine qu'il a été vendu depuis. Plus cher, ouais. Mais j'aurais pu faire l'acquisition, alors que, honnêtement, le fétichisme comme ça m'intéresse pas plus que ça. Je sais pas, toi, comment tu te... Ah ouais, moi non, pas du tout. Hein. Moi, j'ai pas du tout ce... Là, c'est vraiment parce que le dessin m'avait un peu ému, parce que tu sentais que c'était... déjà, je voulais arracher ce trésor à quelqu'un qui clairement n'aimait pas Snoopy. Enfin, parce que faire dédicacer un truc de Station Total, je trouve ça... presque irrespectueux. Ouais. et puis en plus de ça, le dessin je le trouvais assez émouvant, puis c'était le marqueur quand même d'une époque, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais c'était plus un intérêt artistique que au final que de fanatisme. Donc non, pas plus fétichiste que ça. Non. Alors est-ce que j'aurais eu la très bonne question, la timidité d'aller à la rencontre de mes stars préférées? On part sur le ton central, jingle. Je voulais aborder ce sujet-là avec toi parce que... raconte-moi. La dernière fois quand on s'est connus... Quand on s'est connus... Pour moi, ta question me surprend, enfin ton thème me surprend, parce que pour moi, tu es quelqu'un où j'avais cette image de toi, de quelqu'un de très sûr de lui. Ouais. Tu vois, et donc... C'est vrai qu'en plus, la dernière fois qu'on s'est vu, ça correspond à une période de ma vie où j'avais envie d'endosser ce rôle-là. Ouais, tu vois, que ce soit au début de ta vie étudiante ou au lycée, tu te posais un peu comme un élément, un pivot de ton groupe scolaire, amis, étudiants, tu vois. Ouais, je me reconnais un peu, je me reconnais bien dans la description, c'est ça. Et bah, figure-toi que c'est un sujet qui m'intéresse parce que d'abord, j'aimerais t'entendre sur
sur ce sujet-là. J'avoue que je pourrais pas parler à ta place là-dessus et deviner ce que tu vas me dire. Ouais. Et que, deuxièmement, d'abord, c'est un sujet qui m'intéresse parce que les personnes qui sont particulièrement introverties ou particulièrement timides sont des gens qui, appellent de ma part une précaution un peu particulière. J'ai tendance à en prendre soin et à respecter ça parce que je trouve que c'est un effort qui doit être fait d'aller au-delà. Et que je pense que je suis un introverti qui fait des efforts, en fait. Et j'étais certain qu'en abordant ce sujet, ça te surprendrait un petit peu. Je suis de nature plutôt timide et introverti, et en fait je fais des efforts qui ont été redoutables au départ quand j'ai décidé d'aller au-delà de ça, pour justement sortir un peu de ma coquille et essayer de m'affirmer dans l'espace public. Et je dis ça parce que je me rends compte, plus le temps passe, que c'est toujours autant d'efforts au final, que y a des fois où en arrivant à des rendez-vous qui soient pro, perso, avec des potes, etc. Des fois, c'est un effort de sortir de la bagnole en se disant bon allez, il faut y aller. Et une fois que ce sera comme l'eau froide, une fois qu'on y est, on s'habitue et puis il suffit de mettre les premiers orteils. Deuxièmement, je développe de plus en plus une phobie du téléphone, au sens des appels téléphoniques. Ouais. C'est-à-dire que mon répondeur téléphonique, je sais pas si t'es tombé dessus récemment, mais invite clairement à envoyer un SMS parce que j'explique que... Tu répondras pas. Voilà. Ouais, que c'est pas pratique. Et donc forcément, je range ça dans la catégorie introversion, timidité. Et que, en fait, au final, je pense que c'est quelque chose d'ancré un peu profondément parce que je me rends compte que plus le temps passe, et plus les efforts sont les mêmes pour sortir de ça. C'est bien que tu parles d'efforts parce que moi, alors j'étais en train de regarder et j'ai entendu plusieurs sons de cloche, donc je sais pas dans quel registre on parle. Est-ce qu'on parle des traits de psychologie? Est-ce qu'on parle des traits de comportement? Je pense qu'il y a plusieurs théories sur lesquelles nous on va pas pouvoir se positionner. En tout cas, c'est un disclaimer, on va certainement faire des approximations et des choses. On n'est pas des psychologues, on va faire des erreurs. Mais là où je veux en venir, c'est que j'ai fait moi-même une confusion tout à l'heure en parlant entre timidité, prise de parole d'un côté et introversion, extraversion. Je pense que la question pour savoir si on est introverti ou extraverti, tu l'as dit toi dans la notion d'effort, d'énergie en fait, elle est là. Quand ça va pas, de quoi as-tu besoin? Quand tu es pas bien, de quoi as-tu besoin? Et c'est pas forcément lié à ta capacité à prendre la parole en public ou aller vers les autres, que ce soit pour ton milieu pro ou parfois même perso. Moi je pense que je suis quelqu'un de profondément extraverti. Alors ça se voit aussi, ça se décline aussi par ma capacité à prendre la parole, à parler, mais pas toujours d'ailleurs. Il y a certaines subtilités que les gens sous-estiment, je pense, chez moi. Mais par contre, quand je suis pas bien, je suis triste, tout ça, j'ai besoin des autres. Vraiment, quand je manque d'énergie, j'ai besoin des autres, de soutien, d'humour, d'aide, de reconnaissance. Je ne fais pas partie des gens qui, quand ils ne vont pas bien, ont besoin d'être seuls. Et c'est pour ça, pour moi, c'est là-dessus que je fais la tri entre qu'est-ce qui te ressource, qu'est-ce qui te donne de l'énergie. Est-ce que c'est les autres qui te donnent de l'énergie et du coup, quand tu vas pas bien, tu les utilises. Voilà, comme moi, quand je vais pas bien, je peux pas rester tout seul. Et au contraire, toi, ce que j'ai l'impression, c'est aller vers les autres, c'est quelque chose qui peut t'apporter plein de choses, ça y a pas de débat, et on parlera du côté public, personne qui prend la parole, tout ça, mais en tout cas, c'est toujours, est-ce que les autres te prennent ou te donnent de l'énergie? Ouais, c'est ça. Moi, la façon dont je vais résumer le truc, c'est, grosso modo, j'ai trop conscience du fait que la vie vaut pas la peine d'être vécue si c'est pas pour rencontrer le plus de gens et se nourrir le plus possible des autres et s'enrichir mutuellement, etc. Mais ça demande un effort qui est des fois incommensurable pour aller là-dessus, quoi. Et cette notion d'effort, donc t'as raison, c'est lié à des énergies que tu dépenses, que tu emmagasines et que tu recharges. Ouais, tu recharges et puis dont tu décides de gérer un peu ton stock, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est, je pense que je suis du coup un faux extraverti. C'est ça. Okay. Ouais.
C'est comme ça que je me détermine, du coup. T'as décidé qu'il était important d'aller vers les autres. Ouais. Mais ça te prend de l'énergie. C'est-à-dire que, je reprends quelque chose que t'as un peu dit dans le... non, que t'as complètement dit, et ça a juste un petit peu en rapport avec cet épisode-là, mais que t'as dit dans l'épisode sur le travail, disant, voilà, moi aussi, si on me demandait qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, je dirais ne rien faire. Moi, c'est pareil, si on me disait quel est ton rapport aux autres idéal, je dirais, moi, ce serait de ne jamais voir qui que ce soit, et de rester solo, et faire mon truc dans mon coin, et voilà. Sauf que j'ai trop conscience, je vais me répéter, mais j'ai trop conscience du fait que c'est important d'aller vers les autres et de construire des choses, de bâtir des choses collectivement pour rester dans mon coin. Mais mon idéal de vie pourrait tout à fait être l'île déserte et l'autonomie. Et moi, alors que moi, tu vois, et moi c'est l'inverse, c'est que je me suis rêvé un moment un peu cavalier seul. Brin tu vois, genre en plus brin ténébreux, personnes qui s'autoportent et tout, et à un moment j'ai dû accepter que non, en fait, à chaque fois que j'ai une expérience qui me plaît, un truc que je trouve drôle, j'ai envie de le partager avec quelqu'un, j'ai envie de voir un pote, de machin. Je me souviens très bien d'un moment où je me suis retrouvé dans un appart seul après une rupture, et je me souviens d'avoir absolument voulu déjeuner avec un pote, ou il est pas dispo, genre j'ai un peu écumé mon répertoire, alors pas tout mon répertoire, mais une partie des gens que j'avais envie de voir, et je m'observais, je me suis dit mais tiens, je suis pas capable de me dire vas-y, reste tranquille tout seul et tout. Alors attention, j'ai des moments où j'aime bien être tout seul, quelques-uns, quand je nage, c'est un moment, pour moi le sport n'est pas un moment de communion. C'est l'inverse, c'est un moment de, justement, c'est des moments un peu tournés vers moi-même, et j'en ai quand même besoin, j'ai besoin de petits moments, mais la base, ça va être des moments où je suis avec les autres. J'ai besoin des autres. Et ce qui peut être un peu pendant de ça, c'est que du coup, peut-être que je prends de l'énergie aux autres aussi. Hein, tu vois, genre il y a un peu de ça. Tu vois, genre je sais que je suis quelqu'un d'un peu invasif, qui peut être un peu bruyant, un peu. Ça, c'est peut-être le pendant avec quelqu'un de vraiment introverti. C'est des natures qui peuvent de mon point de vue, je me trompe peut-être, ou je veux pas faire de généralité, mais c'est des natures qui peuvent se révéler en situation de conflit. Oui. Moi, par exemple. C'est quand je te dis quand ça va pas. Je te le dis, ouais. Alors, quand ça va pas, il peut y avoir X ou Y raison, mais en situation de conflit, face à une situation conflictuelle avec un autre individu, là, moi, clairement, c'est des moments où je suis muet. C'est là où ça se révèle. C'est là où ça se révèle, ma vraie nature se révèle. Alors, c'est exact. En fait, c'est exactement ça. Alors que moi, dans une situation de conflit avec quelqu'un, je t'en ai parlé en off. J'ai besoin d'aller encore plus d'aller vers l'autre. En fait, je dois résoudre ça. Et parfois en situation de conflit, j'ai voulu mettre la distance, mettre le rideau. Des fois, j'aimerais bien être comme ça, genre très bien, tiens, paf, je ferme la porte. C'est malheureusement pour moi impossible. Donc quand l'autre ferme la porte, je suis ultra désemparé en fait, parce que en gros, on peut pas résoudre ce conflit. D'accord. Et ça me vraiment, ça me désire. Non, mais tout à fait. Et c'est marrant parce que je reconnais mes contradicteurs dans ce que tu dis. Et mais là, je sais pas. Là, c'est vraiment. Non, mais là c'est l'image de la tortue, quoi. Vraiment, je rentre dans ma carapace et c'est terminado, quoi. Alors que moi, c'est vraiment, il faut qu'on aborde ça et qu'on le close. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est? Toi, c'est marrant parce que c'est presque un tempérament latin, toi. Il faut que ça s'explique. Il faut qu'il y ait une vaisselle cassée. Mais alors, alors par contre, en grandissant, j'ai dépassionné ça. Parce que sinon là tu triches. Si tu veux faire des scandales de tout, ça par contre c'est pas acceptable pour l'autre. Donc en gros, ce qui est important pour moi, c'est d'aborder de manière la plus en tout cas la moins passionnelle, d'expliquer les choses, d'essayer d'expliciter des choses un peu, tu vois, sur ce qu'on dit de la CNV, mais je suis pas du tout un expert en communication non violente, mais moi je ressens ça, moi ça me fait penser ça, désolé si t'en as un, toi qu'est-ce que t'en penses, tu vois, genre et accepter que l'autre soit pas d'accord, c'est facile à dire, c'est beaucoup moins facile à faire, et je prétends pas du tout être un excellent exemple là-dessus. Mais par contre j'ai clairement
maintenant j'essaye clairement de au moins essayer de formaliser les choses. En fait, l'acceptation et le terrain d'entente n'est pas forcément facile à obtenir et il peut ne pas l'être, je comprends. Mais par contre, on doit formaliser les choses. Ça, c'est le minimum. C'est le contrat social. Le refus de communication, Ouais. ça, par contre, c'est quelque chose que non seulement qui me prend au dépourvu complet, mais que je pourrais pas accepter. Ouais, mais alors, est-ce que tu entends que je puisse dire que c'est pas un refus de communication, c'est une impossibilité à communiquer dans ces moments-là? En fait, il y a un blocage, clairement. Et c'est là où je conçois que ça puisse être surprenant de la part de gens qui me voient pas comme ça. Mais Non, mais j'imagine très bien. après, ça arrive très rarement parce que les situations conflictuelles, je fais tout pour les éviter. Ouais, on fait tout pour les éviter. Maintenant, j'apprends, mais j'espère que l'autre, c'est un pari que je fais en mode ok, très bien, je prends sur moi et là pour le coup je prends sur moi. Non pas que je considère que je considère pas avoir raison dans l'absolu, mais par contre je considère que j'ai raison de vouloir en parler. Ouais. Ça par contre je le prends comme une certitude. J'ai raison de vouloir aborder le sujet. J'ai peut-être tort, mais j'ai raison de vouloir en parler. Et donc si tu me dis non, on n'en parle pas. Là, je suis forcément braqué. D'accord. Mais maintenant, je dis, ok, on en parlera plus tard, très bien. Ok. Ouais. Parce que Ce qu'il faut comprendre pour le timide ou l'introverti, je parlais de blocage ou d'impossibilité à communiquer, etc. Revenir sur un élément de conflit, même a posteriori, je pense que c'est quelque chose de. Là aussi, un gros effort que tu sollicites de la part. Ah bon ? Ah oui, je pense. Ah, mais alors, parce que par contre, pour moi, il faut bien se dire que d'un autre côté, ça paraît peut-être anodin comme ça. Genre, moi, je trouve que l'effort, il est dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, ok, tu veux pas en parler maintenant, ça te coûte trop. Ok, je peux pas te forcer, mais sache que moi, du coup, je vis avec un classeur ouvert, quoi. Ouais. Qui est pas fermé et. Ouais. Moi, quand je suis l'élément déclencheur du conflit et que je m'adresse à quelqu'un dont je vois que elle fait du même bois que moi et que du coup il y a cette timidité sous-jacente, qui, voilà, j'ai tendance à prendre énormément de pincettes pour justement. C'est une forme d'empathie, hein, de me mettre à la place de comment est-ce que la personne va recevoir les reproches que je m'apprête à formuler, etc. Et même quand je pense être dans mon droit et dans tu vois ce que je veux dire, dans quelque chose d'ok, j'y vais à reculons. J'y vais en tout cas à pas de loup. Et alors après, un truc, je vais pas dire que c'est trop fort de dire je suis fier d'être comme ça, mais j'ai appris maintenant à dire c'est la façon dont je fais, c'est comme ça que je fonctionne. J'aimerais dire que j'ai même envie de dire que certains de mes amis et ma compagne m'ont dit qu'au final c'était important pour eux que je sois comme ça, que j'exprime et même le fait que dans le conflit finalement c'est moi qui fais l'effort d'essayer de le résoudre, de le remettre sur le tapis pour le résoudre. Et donc je lutte plus, j'essaye juste d'être vraiment, le premier sujet ça va être de dépassionner ça, parce que et c'est dur, parce que entre cette exigence morale de devoir résoudre la chose et de dire et le fait que ça passe comme une agression pour l'autre, c'est là toute la subtilité, quoi. Quand je parle d'efforts à faire pour sortir de la voiture et aller entrer en situation de communication avec quelqu'un d'autre, etc., même si c'est programmé, prévu, est-ce que toi, des fois, tu te sens dans cette situation-là? Est-ce que tu dois faire des efforts pour aller vers les gens? J'ai l'impression que tu nous l'as déjà dit, t'es vachement à l'écoute de ton corps et de tes émotions. Ouais. J'ai le sentiment, pour te connaître au moins un petit peu, que des fois t'es pas dans le mood de la communication, t'es pas dans le mood de la bonne humeur ou de la connivence avec des gens, et c'est le moment où il faut pas te laisser seul nécessairement, mais c'est des moments où t'es juste pas dedans. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. En fait, non, je pense que ce qui va me prendre, là où je vais avoir plus de mal, c'est si mais c'est très égoïste en fait, c'est une vision un peu égoïste, hein, comme je le disais tout à l'heure, c'est si je vais devoir interagir ou communiquer, mais avec un format imposé justement, et je vais pas pouvoir aborder les choses comme je l'entends.
Si on me demande, pareil, si on me demande de rester trop formel ou si on me demande ça va me. En fait, là, il y a un côté parfois un peu, si c'est comme ça, je joue plus, qui va être, en fait, j'ai envie d'avoir ce niveau de rigolade ou ce niveau de conversation. Et si c'est faire du chit-chat sur la météo, le foot et l'environnement professionnel, ça a souvent été un problème pour moi là-dessus. Ça, je vais avoir du mal parce que typiquement, j'ai pas envie d'attendre mes collègues pour aller à la cantine. Pour qu'on aille et qu'on parle du match de foot. Moi, le foot, pour moi, je m'en fous. Mais justement, c'est le bon exemple. Du match de foot d'hier ou ça, par contre, là, je suis en train de crever quand il se passe ça. En gros, là, par contre, si c'est ça, je préfère être tout seul à regarder une connerie. Ça, clairement. J'adore les gens, mais j'adore avoir des contacts. C'est ça qui est un peu égoïste. J'avoue, j'adore les gens, mais j'adore d'avoir des contacts. Ce que je considère comme intéressant avec les gens et du coup peut-être une forme d'intensité. J'ai du mal avec les contacts anodins avec les gens. D'accord. Et ça, et ça c'est je reconnais que c'est un peu égoïste. C'est-à-dire que j'attends des gens égoïste ou élitiste. Égoïste parce que égocentrique en tout cas, parce qu'en gros. C'est pour moi, il faut que de l'interaction avec l'autre, j'en retire quelque chose, une émotion, une rigolade, un intérêt, une question machin. Et donc, d'une certaine manière, ça veut dire que j'attends quelque chose d'une interaction. Si une interaction est absolument plate, je vais pas vraiment faire rapidement. Ça m'intéresse. Ça veut dire quoi ? Quand tu vas chez le coiffeur, du coup, tu redoutes un peu le fait que tu vas tomber sur quelqu'un qui va avoir une conversation complètement banale parce que ça fait partie du job, de son job à lui, et que toi tu vas devoir la subir. Donc tu y vas reculons. Tu crois pas si bien dire parce que moi chez le coiffeur je parle pas. là pour le coup, et en plus c'est un moment physique, c'est limite c'est un de mes moments introspectifs. Ah d'accord, ok. J'adore qu'on me touche le crâne, j'adore qu'on me touche les cheveux, c'est limite un massage. En plus moi ce que je reconnais un bon coiffeur à la façon qu'il a de me coiffer qui est assez douce, quand bien même tu vois. Non mais s'il te parle, tu lui réponds je marmonne un peu. Ouais, je marmonne. Mais tu fais comprendre que t'es pas là pour. Je suis bienveillant, mais je rebondis pas, tu vois. Genre tu vois, je suis ni fermé. Machin. Parce que je te vois quand même dans les magasins. T'as quand même le comment dire. T'as la parole facile. Oui. Tu vas vite vers les caissiers en disant oh tiens ça c'est. Enfin t'es l'emmerdeur. À mon avis, à leurs yeux, t'es l'emmerdeur. Je sais pas si je suis l'emmerdeur. Ultime du mec qui va venir voir en disant oh bah tiens alors comment ça marche votre truc là, expliquez-moi. Alors là-dessus peut-être. Mais typiquement un vendeur ou un caissier Qu'est-ce que t'as demandé la dernière fois? Ah oui c'est parce que je te dis bah non elle a besoin de vérifier ton âge pour acheter une bouteille de bière. Et bah t'as été la voir en disant alors c'est ça donc vérifier mon âge pour vérifier que mais c'est pas ça c'est pas courant. T'en as conscience c'est ça alors là c'est une bonne remarque, mais moi c'était typiquement là c'était tiens j'avais jamais pensé à ça. Ah oui c'est vraiment. Et en fait j'avais envie d'avoir une petite discussion, donc vous checkez en fait j'ai bien vu que t'avais ma question là-bas c'est donc du coup faites comment vous checkez la gueule des gens et dire lui c'est un daron, lui c'est un faux jeune, lui c'est un faux vieux, enfin tu vois genre comment vous faites non ça m'a. Et il y a aussi le fait et là par exemple dans ce cas de figure il y a aussi inversement il y a une forme de vouloir donner un peu d'intérêt à quelqu'un. Ouais, ok, d'accord. Je suis pas certain qu'ils le reçoivent de la meilleure des façons. Peut-être. Parce que c'est des métiers. En fait, et c'est là notre différence, et c'est là où je te dis, je peux être invasif. Et je le conçois. Et en même temps, l'exemple, il cristallise quelque chose d'intéressant. Moi, je me pose les mêmes questions que toi. C'est-à-dire comment est-ce qu'elle estime l'âge, parce qu'ils ne demandent pas nos cartes d'identité. Donc est-ce que c'est parce que t'as des cheveux blancs, une barbe, etc. Donc au faciès ça passe. Sauf que jamais je ne lui adresserai la parole pour cette raison-là. Par contre, je suis ce genre de fou. Toi t'es le fou du magasin. Moi je suis le fou du bureau où je rentre. Et là, dans ma zone de confort, c'est-à-dire avec mon collègue qui est également mon ami, mais voilà. Je vais lui dire tiens j'étais à la caisse, je me suis posé une question comment ils font pour vérifier là, et c'est lui que je vais ennuyer avec ça. Et alors par contre j'ai très clairement pris j'ai développé chez moi un truc là par contre dont je suis très fier, mais c'est j'ai pas peur du ridicule, ou j'ai pas peur de la question con, ou j'ai pas peur en aucune circonstance, tu vois. Je me pose une question. Ah mais c'est pas ce que je dis. Oui, ce mais que je dis c'est que tu vas pas la déranger.
Et je vais pas la mettre mal à l'aise parce que son métier est un métier de merde. Et que si en plus il faut parler, enfin moi ça va être mon postulat. Moi c'est l'inverse. Moi c'est son métier est un métier de merde. Donc tu vas la divertir. Oui. Alors et après il y a autre chose. Ça c'est même si j'essaye de m'en défaire, ça c'est mon plus gros défaut et qui est lié. Tout est lié. C'est je pars du principe que si j'emmerde, on va me dire non mais là vous m'embêtez un petit peu quoi, tu vois. Ouais, mais alors là je pense que t'as manqué d'instinct parce que en fait au final je suis entièrement d'accord avec toi et finalement je suis capable d'être le fou du magasin aussi. Sauf que instinctivement là tu t'es dit là on va l'emmerder. Son langage corporel montrait qu'elle était pas encline à et finalement elle correspondait à la description que j'ai fait. Et par contre, à contrario, des fois t'as des on prend toujours l'exemple du supermarché, hein, t'as des caissiers, des caissières dont tu vois qui sont exubérants, qui sont aptes au bavardage, mais ça c'est c'est vraiment du feeling. Ouais. Et ben moi non mais là j'ai trouvé que t'as manqué de feeling. Ouais. Je te reproche rien. Hein. Mais par contre avec quelqu'un dont j'aurais senti que c'était quelqu'un qui aimait causer, qui était bavarde, qui était... Ouais. Et ben je serais rentré dans le truc et moi aussi j'aurais posé la question. Ouais, mais en fait, je comprends tout à fait. Et c'est là où je te dis, il y a mon côté, c'est un côté égoïste. C'est pour ça que je te parlais d'égoïsme tout à l'heure. C'est qu'en fait, d'un autre côté, j'ai aussi envie que les gens ils soient capables de formaliser ce qu'ils... En fait, je pense que d'une manière un peu inconsciente, je promeus une forme de communication en toutes circonstances. Je leur mets, je suis ni agressif, je suis pas grossier, je suis pas vulgaire avec eux, voilà. Si les gens, c'est un peu dur ce que je vais dire, je sais pas comment bien le formuler, mais si les gens sont pas capables de dire non mais là j'ai pas vraiment envie d'en discuter ou quoi que ce soit, tu les sanctionnes avec une conversation. Et ben tant pis pour eux. Ouais, en fait, il y a un peu de ça. Ok. Je combats les non-dits. Je combats un peu la notion de les choses, t'aurais dû le sentir. En fait, c'est vraiment c'est mon ennemi absolu dans toutes les sens ça. Les choses qui sont censées aller de soi. D'accord. Parce que donc tu vois parce que ça, la timidité de cette personne, je mets le mot timidité qui est pas juste, mais je comprends. La timidité de cette personne là à ce moment-là, tu te dis allez, je vais l'aider à la combattre un petit peu. Peut-être, mais c'est très inconscient. T'es quoi? T'es pourvoyeur de bonne attitude, de bonne d'interaction au moins, tu vois, genre mais c'est très ça peut paraître très péremptoire, j'en sais rien, tu vois, mais je pense que pas mal d'auditeurs auditrices, moi je lis entre les lignes et je te connais suffisamment pour savoir que ce que tu dis est en fait n'est ni élitiste ni présomptueux, mais je pense que les auditeurs auditrices vont certainement le recevoir un petit peu comme ça. Mais par contre, il faut pas oublier aussi que je n'arrive pas aussi. En fait, je veux bien que ça soit aussi compris autrement, c'est-à-dire que je n'arrive pas à comprendre ça, à le lire. Ouais, ok. En fait, non, t'arrives pas à t'empêcher de... mais même, et en fait, allons plus loin, je n'arrive pas à supposer ce que la personne ressent si elle ne me l'exprime pas. Je trouve d'ailleurs que ça, c'est très péremptoire. En fait, c'est vraiment un changement de valeur, une inversion des valeurs. Pourquoi mais ça m'est déjà arrivé de parler à quelqu'un que je vois qu'il élude les conversations, et très bien. Et je me foxe pas, je me dis hey, tu me parles, je suis là, tu me parles. Non, là-dessus pas de problème. Désolé, pardon, excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Bonne journée. Ouais. Et je n'en suis pas vexé. Par contre, je m'en serais voulu de pas avoir tenté la discussion. Okay. Et je trouve, en fait, je n'arrive pas à supposer l'attitude de quelqu'un envers moi. Et si elle ne formalise pas et de manière suffisamment explicite, je ne peux pas prétendre non mais celle-là elle veut pas parler, celle-là elle veut, genre celle-là c'est cette personne-là, hein, je parle pas, il y a pas de genre dans mon truc. Hein. Donc non, en fait, je m'abstiens à toute forme de jugement préalable. Et une fois que je le pratique, ça marche pas. Et alors, je pense, honnêtement, que vous sous-estimez le nombre de fois qui se soldent par des échecs effectifs, tu vois. Bien sûr.
Je pense que ce qui me pousse aussi à ça, c'est que la plupart des dans 75% des cas, je peux l'affirmer, 75% des cas, les gens ont envie d'échanger. Les gens ont envie d'échanger et le reste du temps, peut-être qu'ils n'ont pas envie, peut-être que c'est pas le moment. Ça peut arriver, j'en suis désolé, et je m'excuse et j'essaye d'être le moins intrusif possible quand on me le formalise. Et je vis pas trop mal un rejet, sauf s'il est super grossier, genre dégage connard, va te faire enluquer. Alors, c'est justement, c'était ma question. J'ai deux questions. Est-ce que tu as souvenir de une situation où tu as reçu de la part de l'autre personne justement un rejet ou quelqu'un qui a pris peur de cette interaction-là? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que cette capacité à engager la conversation a pu t'amener à de belles amitiés ou de belles histoires par ailleurs? C'est un peu trop. Oui, il aurait fallu que tu prennes le temps pour. Ouais, là, c'est un peu trop dur. Non, par contre, ce que j'ai appris, comme je l'ai dit, c'est parce que ça, ce que je dis, c'est moi maintenant, parce qu'avant, dans le fait d'oser parler à tout le monde, il y avait quelque chose d'un beaucoup plus péremptoire, de beaucoup plus m'as-tu vu, de jouer la personne qui est toujours à l'aise, et ça, c'était plus agressif. Et la capacité de plus accepter un rejet, elle était moins présente avant. Tu vois, je me considérais comme trop sympa, donc il était pas normal qu'on me rejette, tu vois. Ça oui, maintenant, okay. Et ça plus jeune, j'ai et puis même des choses qui me paraissaient plus, anodines et qui ont pu blesser certaines personnes. Je peux le comprendre maintenant et je le regrette que de pas l'avoir compris plus tôt. Mais donc ça, oui, ça, je veux dire, ne me prenons pas pour plus connard que je le suis. On n'est pas là pour faire le procès. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Et donc, oui, j'ai pu voir que parfois c'était mal à propos ou ok, désolé, pardon, voilà. Et alors là, pour le coup, les gens peuvent avoir du mal à ça. Mais les gens aiment pas ça. Enfin, la catégorie des gens qui se braquent le plus, c'est les gens qui partent du principe que ça sert à rien de s'excuser après. Il fallait pas froisser avant. Alors que moi, c'est vraiment l'inverse. Moi, c'est vraiment l'inverse que je pense. Mais ça c'est une conviction personnelle. C'est il se passe quelque chose. Si je me sens vexé ou offusqué par quelque chose, je vais le dire. Voilà. Là, ça m'a blessé ou machin. Ah, ok. Et ce que j'attends, c'est ok, désolé, pardon. Et l'excuse sur quelque chose a beaucoup de valeur. D'accord. J'en veux pas à la personne d'avoir tenté quelque chose ou d'avoir essayé quelque chose a priori. Ça, vraiment pas. Tant que le sujet est pas formalisé. Alors en fait, autant j'en veux pas à quelqu'un sur quelque chose que j'ai pas formalisé. Par contre, j'en veux extrêmement une fois que ça a été formalisé. Si la personne n'en prend pas compte, alors là, à l'inverse, pour moi, là, c'est une faute très grave. Ça, c'est une fois que les choses les termes ont été dites, alors là, c'est inexcusable, justement. D'accord, ok. À l'inverse, tu vois, genre. Par contre, qu'il y ait eu des erreurs au départ, si les trucs n'avaient pas été explicités, moi, je l'entends complètement, quoi. D'accord, ok. Comment t'expliques le fait que tu supportes pas le small talk, le chit-chat, t'as dit, toi, et que, d'un autre côté, c'est un peu ce que tu vas chercher aussi en cherchant à engager la conversation avec des inconnus. Non, je cherche pas du pur chit-chat en parlant avec des inconnus. Quand tu parles avec des inconnus, j'ai vraiment l'impression de m'adresser à un fou allié. Mais peut-être, hein. Quand tu parles à des inconnus, il y a un purpose. Je veux en tirer l'émotion. Une émotion. Une émotion. Une curiosité, un amusement, quelque chose de drôle, quelque chose d'intéressant, quelque chose de touchant, n'importe quoi, une émotion. Une interaction sans émotion, ça vraiment m'intéresse pas du tout. Voilà. Ok. Bon, écoute, comme je m'en doutais, ce thème m'a permis d'en savoir plus, mais c'est marrant d'en parler parce que c'est des choses que je remarque et que je ressens. T'as dit un mot, t'as évoqué la notion du commercial ou des commerciaux. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, et je voyais que tu regardais le chrono, t'as raison, il faudrait qu'à un moment donné on arrête cet épisode, mais je regardais le film il y a pas très longtemps, Les Portes de la Gloire. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Non. C'est un film sur grosso modo les gens qui font de la vente en porte-à-porte. Ouais, ok. Et parce que toi, t'as eu un volet un peu commercial dans ton. Alors, t'étais pas vendeur, donc tu vendais pas un produit en particulier. Ou alors si, j'ai même fait de la prospect téléphonique. Donc c'est du porte-à-porte téléphonique. C'est ce que j'allais dire. Là, ces métiers-là, pour moi, quand je disais tout à l'heure, même pour aller voir un pote
quelque chose qui est programmé, donc quelqu'un que je connais, un rendez-vous qui est programmé, des fois j'ai du mal à sortir de la bagnole parce qu'il faut que je me mette un coup de pied au cul. Alors là, pour frapper à la porte de quelqu'un qui ne m'attend pas, qui ne me souhaite très certainement pas, et que je vais emmerder en essayant de défendre mes intérêts et lui vendre ma camelote. Impossible. Inimaginable. Tétanisant. L'idée me tétanise. Je suis content de pas avoir eu à le faire. Et ben moi je l'ai fait. Ouais. Et alors ça m'a pas plu. Alors je vais te faire une réponse en deux. En fait ça m'a pas plu vraiment. Le fou du Superman. Mais à l'inverse, ça m'a pas plu parce que je trouvais que la démarche en soi initiale, elle était pas légitime. Le produit qu'on vendait, je me demandais ce que tu vendais quoi ? Des serveurs de téléphonie, des trucs comme ça, des téléphones. Enfin, vraiment, c'était l'enfer. J'ai vraiment, ça, c'était le pire moment de ma vie professionnelle, je pense. À l'inverse, dans une expérience professionnelle plus récente, en faisant des études sur un quartier, plutôt sur de l'urbanisme, tout ça, vraiment quand on était beaucoup plus proche en termes de sujets, là, en 2018-2019. Là, par contre, moi, on avait fait un questionnaire sur la façon dont les gens percevaient ce nouveau quartier. Et alors là, j'allais faire chier les gens sans problème. Parce que la démarche de vouloir aller chercher de l'information, investi, là. Okay. C'était plutôt de la recherche. Ouais. Et j'allais voir des gens qui n'avaient rien demandé. Et typiquement, mes collègues, dont le fameux qui était aussi mon collègue à l'époque, impossible qu'il... Moi, j'étais là, je voyais des gens qui travaillaient, je disais, monsieur, s'il vous plaît. Ouais, mais tu leur vendais rien. Je leur vendais, c'est ça. Je leur vendais rien, mais eux, ils me donnaient. Oui, mais ils me donnaient du temps, ils me donnaient de l'information, et je leur vendais un peu. Si, je leur vendais d'une certaine. Oui, j'allais pas leur prendre de l'argent. Je leur vendais. Tu leur vendais une idée. Un concept. Et puis je leur vendais peut-être que les informations que vous allez me donner va servir à améliorer votre quotidien. C'était ça un peu. Donnez-moi un peu de votre temps, voilà. Je suis plus sensible du coup à ce que tu racontes pour la vente de serveurs informatiques. Où là, ça a dû être une tannée. Ouais, ça a dû être une tannée. Enfin là, vraiment, j'avais du mal. Parce que je trouvais ça bidon. Genre les gens là, ils ont pas besoin de moi. Pourquoi là, vraiment. Non, mais t'imagines. Alors le film dont je parlais, les mecs vendent des encyclopédies. Enfin. C'est évidemment aussi une caricature, hein, c'est un film, c'est du cinoche. Mais c'est des métiers qui ont existé et qui existent. Insupportable. Et puis là, pour le coup, ça vaut aussi pour les mecs qui vendent des trucs au téléphone. En fait, j'arrive un peu à le faire en pensant B2B, c'est-à-dire je représente une organisation qui va adresser une autre organisation. Là, ma limite, c'est vraiment quand tu vas voir des personnes, quoi. Ouais. Là, tu tombes dans le... Tu proposes à un individu quelque chose dont tu penses qu'il a pas besoin. Moi, ça doit être horrible. Ça, je fais pas. C'est ma limite, ça. Et c'est surtout que tu dois t'adresser à des gens qui finalement t'écoutent, te parlent et éventuellement te font rentrer chez eux quand t'es en situation de porte-à-porte ou qui acceptent le coup de fil quand t'es en situation de téléphone, parce qu'ils n'osent pas dire non. Et ça doit être tes proies les plus recherchées. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est-à-dire les gens qui... trop poli, trop gentil, je sais pas trop. Tu vois est-ce que tu comprends où je vais aller ? Mais tu vois là sur cet aspect-là, je suis beaucoup plus dans l'empathie. Genre là ça me braque et je veux pas imposer ça à quelqu'un d'autre. Ouais. Alors que mon interaction d'individu à un individu, ça par contre je pars du principe que là je peux pas leur nuire, tu vois. Enfin, je suis pas en train d'essayer de leur revendre quelque chose, je suis pas en train d'essayer de... Là je suis juste un individu qui a une envie d'interaction avec un autre individu et c'est une proposition, ils la prennent pas, voilà. En fait, cette pudeur, je l'ai plus professionnellement que personnellement. Là-dessus, j'ai beaucoup plus, professionnellement, aller voir des particuliers pour leur refourguer de la camelote, impossible. Ça, c'est impossible. Et profiter de leur gentillesse, hélas, parce que le tomber sur quelqu'un qui est intéressé par ton produit et qui justement, j'attendais que quelqu'un vienne me le proposer ça n'arrive jamais, ou alors extrêmement rarement. Tu profites de la faiblesse des gens pour. Vraiment. Stop. Merci Charlot pour ce sujet introversion, timidité, extraversion, le fou du supermarché. C'est moi. Bonjour. Comment fonctionne cette machine ? Parlez-moi. Arrêtez, lâchez-moi. Monsieur, allez-vous. J'ai un arrêté ici du juge. Tribunal, à moins de 200 mètres. Ouais. Vous devez rester à moins de 200 mètres d'une caisse automatique. Merci Charlot. Merci. Très bonne semaine à toi. Bisous à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un Interpote.
de qualité. D'ici là, Portez-vous bien. bisous. Bisous.